grave hein, si les affichés, pour le moment, on verra après. Donc, alors, je remarque qu'il y a plusieurs personnes. Je vais vous présenter le service Mediapi que j'ai mis en place. Donc, je suis la directrice du service de Mediapi. C'est un site internet qui est bilingue en français et en langue française. En 2015. En 2015, nous n'avions que très peu accès à l'information. C'est à peine depuis 2017 que Mediapi s'est lancé. Et je tenais à remercier les organisateurs parce que j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui. Et ces colloques de réflexion sur l'accessibilité, nous n'y avons pas forcément accès et on en a pourtant besoin pour pouvoir continuer à avancer dans notre travail. Mediapi part du constat qu'actuellement, l'accès à l'information générale pour le public sourd est extrêmement compliqué, extrêmement difficile. Le déclic est venu de 2015, nous avons fait une enquête auprès de la communauté et on a vraiment ressenti l'exclusion dont était victime cette communauté qui n'accédait pas à une information générale. Et pourtant, ce n'est pas un problème de compétence, c'est vraiment un problème d'accès à l'information et d'exclusion de l'information. Et sans comprendre vraiment quelles étaient les raisons sociales qui nous amenaient à être exclus de l'information. L'enquête a mené également l'idée que la communauté serait une communauté qui a envie de vivre sur elle-même et d'être ghettoisée. J'aimerais vous montrer le contraire. Le ghetto, il n'est pas de notre côté, mais j'aimerais en parler, on va en parler tout au long de ma présentation. Mediapi, aujourd'hui, c'est un média relativement petit par rapport à l'ensemble des médias qui existent. Je crois qu'il y a plus de 10 000 organismes d'information existants sur tout type de supports, que ce soit Internet ou papier ou radio ou télévision. La communauté des sourds, c'est 6 millions de sourds et malentendants, dont 300 000 personnes qui sont signantes. Enfin, en 1987, on a eu droit, grâce à un système qui s'appelait Antiope, à du sous-titrage à la télévision. Pour nous, ça a été un premier accès à l'information en toute autonomie, tout en sachant que reste un problème quand même très important, c'était que l'éducation des sourds telle qu'elle est faite en France, depuis, on va dire, 1880, est basée sur une intégration individuelle et sur de l'apprentissage oral. Il faut oraliser, il faut lire sur les lèvres pour pouvoir être éduqué. Au bilan, 80% de personnes qui sont proches de l'illettrisme. Radia parlait de 70% ce matin. On est peut-être en légère progression, mais malgré tout, l'illettrisme est très présent dans notre communauté de personnes. Et depuis, donc, Antiope a existé en 1988 avec un sous-titrage plutôt qualitatif. Et dès le passage à la TNT, on a senti un décollage, un crash au contraire. C'est-à-dire que la qualité du sous-titrage était extrêmement aléatoire. Antiope imposait le même dispositif sur l'ensemble des chaînes présentes. Quand on est passé à la TNT, le sous-titrage est devenu très très aléatoire selon les opérateurs. Quand on passait, par exemple, la même émission que vous la regardiez via SFR ou via la TNT ou via un autre opérateur, vous avez des qualités de sous-titrage différentes alors que c'est la même émission. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'est passé en termes de perte qualitative, même si le nombre de sous-titrages a augmenté, la qualité a nettement baissé. Et elle a fait l'objet de nombreux articles et de nombreuses plaintes de la communauté sourde sans vraiment avoir une véritable écoute positive de notre situation. Je vous ai parlé du problème de l'illettrisme comme étant quelque chose d'assez important et qui fait que de toute façon le sous-titrage, même qualitatif, ne suffirait pas à régler tous nos problèmes d'accès à la communication. L'accès à la communication, ça passe par d'autres choses, notamment l'éducation et l'intégration dans la société passe également par l'emploi. L'emploi chez nous, c'est 39% de personnes demandeurs d'emploi. 39%, on se plaint des 10% de personnes demandeurs d'emploi en France.
dans la communauté des sourds, c'est 39%. Donc quelqu'un qui n'a pas accès à l'information et qui plus est ne travaille pas, comment voulez-vous qu'il se sente intégré dans la société? Alors, le CSA a fait évoluer un certain nombre de choses sur la possibilité d'un accès à la communication, notamment par rapport au sous-titrage. Il y a eu une volonté d'augmenter significativement le nombre d'émissions sous-titrées. Donc, le critère de nombre d'émissions a été respecté. Il y a de plus en plus d'émissions sous-titrées. Par contre, la qualité du sous-titrage est très, très, très aléatoire. Tout à l'heure, on a parlé de Madame Sonac qui est intervenue ce matin et a posé la question justement de l'évaluation. Aujourd'hui, je peux dire que sur le sous-titrage ou l'interprétation en langue des signes à la télévision, il y a très peu d'évaluations faites sur la qualité. Pour en revenir à 2015 dont j'ai parlé tout à l'heure, au moment des attentats, il n'y a eu aucune information adressée au public sourd de façon accessible. On ne parle pas du sous-titrage, on ne parle même ni d'informations en langue des signes, ni de quoi que ce soit. En gros, on s'est dit, il y a l'urgence, on va parler à la grande majorité, et toutes les minorités, on s'en fout un peu. En gros, c'est le message qu'on a reçu. C'est, malgré le fait que l'ONU pousse l'ensemble des pays du monde à une reconnaissance de la langue des signes comme étant une langue qui permet d'accéder à une information, eh bien, dans la réalité, y compris dans l'urgence, eh bien, on s'est senti totalement exclu. Et j'ai créé un compte Facebook en 2015 pour essayer d'accéder à l'information et je me suis rendu compte des fake news, du monceau de fake news qui apparaissait sur ces réseaux sociaux et qui faisait que c'était très très difficile d'avoir accès à une information réelle, construite, prouvée, vérifiée. Et c'est à partir de là qu'est née l'idée de faire quelque chose. On s'est vraiment rendu compte qu'on ne pouvait pas compter sur les autres par rapport à ça. Les attentats ont été un vrai déclencheur pour nous, et il y a une communauté de journalistes, d'interprètes, qui ont lancé de façon bénévole, une douzaine de personnes, des informations vérifiées, mais de façon bénévole, et pendant 15 jours, ils ont publié de l'information en direction du public sourd. Il y a eu 300 000 vues. Donc 300 000 vues en 15 jours, ça montre bien qu'il y avait une soif d'information. Et tout ça a été réalisé de façon bénévole, indépendamment des institutions qui étaient faites pour nous apporter l'information. Et ces personnes-là, bénévoles, ont agi, alors qu'elles sont professionnelles, elles ont agi en dehors des institutions parce que les institutions ne les reçoivent pas. Donc, on a la possibilité de récupérer de l'information, de la transmettre de façon qualitative, mais les institutions qui sont faites pour ça n'ont rien fait pour diffuser de façon correcte cette information auprès de nous. Alors, bien sûr qu'il y a du progrès dans les télévisions, bien sûr qu'il y a un petit peu plus d'accès, bien sûr qu'il y a un peu plus de reconnaissance du cas particulier des sourds. La Fédération nationale des sourds de France travaille avec le CSA pour une charte qualité concernant le sous-titrage et aussi concernant la langue des signes à la télévision, mais ce n'est qu'une charte. Une charte, ça ne vaut pas une loi, ça ne vaut pas une contrainte réglementaire quelconque, c'est une charte. Il n'y a pas derrière la volonté de sanctionner les défauts, les problèmes, les dysfonctionnements. Ce qui veut dire que c'est relativement confortable pour un opérateur télévision d'agir parce que finalement il n'y a aucune conséquence à sa mauvaise qualité. Et en fait, on s'aperçoit qu'il faut des réactions très violentes du public pour agir. Et il faut vraiment agir fortement pour avoir une petite évolution. Donc la question est de savoir si réellement nous sommes des citoyens, des vrais citoyens à part entière, et si on a le droit en tant que citoyen d'être entendu dans nos différences et dans nos besoins. La question reste totalement entière aujourd'hui. Tout à l'heure,
je vous ai bien expliqué que le sous-titrage n'était pas suffisant et nous avions besoin d'informations sur d'autres aspects, avec de la langue des signes par exemple à la télévision. Et l'intégration d'interprètes à la télévision a été très critiquée par le public entendant. On sait bien qu'on est gênant par rapport à un certain public entendant. Et les premières réactions, c'était c'est quoi ce type qui fait des simagrées et qui joue le singe sur la droite de mon écran voilà. C'est ce genre de message assez violent qu'on a vu apparaître au lancement de l'interprétation en incrustation sur les télévisions, à la télévision. Tout à l'heure, j'ai dit que nous étions 300 000 signants sur 6 millions de sourds. 300 000 signants, c'est autant que de Bretons bretonisants. Et les Bretons bretonisants, ils ont une télévision qui est dédiée à la langue bretonne, ils ont une presse bretonne, ils ont des radios bretonnes, ils ont un certain nombre d'informations pour 300 000 personnes. Donc, est-ce que ça n'est pas le problème n'est pas le nombre. On est, effectivement, il a été dit déjà à plusieurs reprises, une minorité invisible, peu représentée dans les institutions, donc inaudible. La présence d'interprètes en langue des signes ou de langue des signes à la télévision pose toujours le problème du budget. On nous dit toujours, ah ben oui, mais non, c'est pas prévu dans les budgets. Et du coup, le recours à l'interprète, c'est un recours au devis le moins disant, le moins cher. Ce qui veut dire qu'il n'y a jamais de qualité d'évaluation faite sur la qualité de la prestation rendue par les interprètes à l'écran. Et on arrive à des aberrations sur la qualité du travail produit. C'est vraiment le moins disant. Alors que je pense que tout le monde devrait prendre conscience qu'il y a un enjeu important à produire une vraie qualité de langue. Et normalement, on est dans une société de l'égalité des droits. C'est très très beau en théorie. On est tous différents, certes. La diversité, tout à l'heure, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est un mot qui est un peu galvaudé parce qu'il peut dire tout et n'importe quoi. C'est un mot valise, hein, on peut y mettre vraiment n'importe quelle chose. Puis c'est un mot à la mode, quelque part, hein, on dit oh, on travaille pour la diversité. C'est esthétiquement plus joli que de parler des handicapés, des personnes immigrées et des autres. Et surtout, c'est sur des effets de mode. On va parler de la diversité sur un moment donné, on va faire un focus là-dessus, et pendant le reste de l'année, on ne va plus du tout en parler. Alors, encore une fois, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est bien qu'il y ait à certains moments un focus apporté à ça, mais nous, on est sourds toute notre vie. Et donc, la semaine du handicap, c'est comme la journée de la femme, on trouve ça formidable. La semaine du handicap, on est là, on nous regarde comme des gens merveilleux, puis le reste de l'année, on n'existe pas. Bon, il faudrait peut-être faire un peu évoluer ces choses-là. Et l'idée d'un média pour les sourds, c'est... Il y a une chose qui nous paraît un peu surprenante, c'est pourquoi penser médias pour les sourds. On pourrait très bien imaginer des médias faits par des sourds pour les entendants. Et je prends un exemple, M6 Replay fait toutes les semaines, le mercredi, une émission de 10 minutes qui est un journal télévisé par des journalistes sourds. Alors, hélas, c'est du M6 Replay. Et ce journal-là est accessible aux entendants qui peuvent l'écouter comme nous, on le regarde dans langue des signes. Et alors, on est au tout début, il y a encore plein de choses à faire, mais ça fait des années qu'on attend, ça fait des années qu'on se bat pour ça, et quelque part, c'est un peu usant. Autre élément qui pose question, c'est le droit d'auteur. On a parlé on a aujourd'hui un problème par rapport à la présence d'un interprète à l'écran, parce que quelque part on casse le travail du réalisateur qui, dans sa production artistique, se voit dérangé par la présence de quelqu'un qui agite ses mimines au mauvais endroit. Et quelque part, ce droit d'auteur vient se heurter à notre droit à nous, à l'information. Donc on a des droits qui coexistent et qui s'entrechoquent et qui rendent les choses problématiques. La présence d'un interprète, c'est quelque chose qui est très intéressant, mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne laisse pas plus la place à des journalistes sourds. Actuellement, il y a 5 sourds qui ont fait des écoles de journalisme, qui sont JRI,
qui ont toutes les capacités pour pouvoir donner de l'information. Et nous, c'est très confortable d'avoir non pas une information traduite, mais une information exprimée dans notre langue, voilà, directement. Et c'est frustrant de ne pas voir leur place dans ces médias-là. Mediapli est bien évidemment un journal qui s'adresse plutôt en priorité aux personnes sourdes, parce que ça n'existe pas par ailleurs. Et donc on a réfléchi à un modèle économique. Notre modèle économique, il est basé sur de l'abonnement et aussi du sponsoring pour pouvoir permettre de faire tenir la boutique. Et donc on a rencontré pas mal de sponsors et on a senti un intérêt très positif. On a montré un peu ce qu'on a fait et on a eu des réponses sur le fait que, par exemple, nous avions fait un choix de ne pas mettre de son sur nos émissions. Toutes nos émissions sont accessibles par l'écrit ou en langue des signes. Et on nous a dit, oui, mais pourquoi pas le son? On a dit, le son, c'est 30% de budget supplémentaire. Si vous êtes d'accord pour le financer, super. Mais nous, on aimerait plutôt avoir un média qui soit bien adapté à notre public et qui soit suivi par les entendants. Et la question qu'on nous a dit, c'est, du coup, vous excluez les entendants. Je leur dis, oui, ok, mais vous avez 10 000 médias pour les entendants, et nous, on en a un. Et pour pouvoir le faire, on ne peut pas financer le son, parce qu'on n'a pas l'argent pour. Et il a fallu se battre pour que certains sponsors viennent, parce que quelque part, ils avaient l'impression qu'on cherchait à exclure les entendants. Nous, on est tout à fait d'accord pour un accès. Tout à fait. L'idée que ce que nous, on dit soit accessible aux entendants, c'est une très très belle idée. Mais alors, trouvez-nous le mode de financement pour pouvoir rendre nos émissions accessibles, y compris avec une voix off. Aujourd'hui, on demande au CSA et on demande à ce que les émissions soient sous-titrées, ça pose un problème, etc. Et quand on veut nous faire quelque chose, on dit « Ah oui, mais vous n'êtes pas accessible ». Alors que la plupart des choses ne sont pas accessibles pour nous. Autre point, je voulais aborder avec vous, c'est la question du regard des entendants sur les sourds. On nous considère comme une communauté, on nous considère comme étant dans une sorte de ghetto fermé. C'est pas du tout notre attente, c'est pas notre volonté. Nous, évidemment, on a besoin pour communiquer d'une langue qui est la langue des signes, mais pour autant, rien ne nous empêche de parler avec d'autres et dans d'autres langues, et y compris avec la voix si c'est nécessaire. Donc, notre démarche à nous n'a jamais été une démarche communautariste. Notre démarche, c'est on a besoin de la langue pour nous exprimer et on a besoin de se faire connaître vis-à-vis de l'extérieur et de rencontrer les autres. Nous sommes des citoyens français comme les autres. Et en même temps, on appartient à une culture qui est particulière, qui a une histoire, qui a plein de choses à apporter aux autres. Et on aimerait partager notre histoire, partager les spécificités de notre langue, de notre façon de voir les choses avec les autres. On a besoin d'évoluer dans la société avec les autres, mais on a besoin que la société évolue vers nous et s'approche de nous. Une véritable intégration, elle est dans les deux sens. Ce n'est pas les entendants, les sourds qui doivent aller dans le monde des entendants, c'est une rencontre des deux communautés, une dynamique d'approche réciproque. Bon, j'essaye d'être un peu synthétique, et il y aurait tellement de choses à dire. Je ne vais pas tout citer. Il y a quand même un certain nombre de choses qui ont évolué dans notre société. Pour en revenir sur l'accessibilité des sourds aux médias, c'est posé pour nous également une accessibilité des sourds avec particularité dans notre monde. On a des sourds malvoyants, on a des sourds atteints du syndrome de Usher, et ces gens-là ont besoin qu'on mette en place des dispositifs qui rendent l'information accessible. Quand on compare avec l'Angleterre, par exemple, on est très très loin. L'équivalent du CSA anglais a travaillé déjà sur la question du sous-titrage, a travaillé sur la question de l'intégration d'interprètes et a lancé une grande enquête sur la qualité du travail fourni. Et les retours sont positifs de la part, par exemple, du sous-titrage, ils sont positifs de la part de l'interprétation, et en même temps, la demande de la communauté des sourds anglais, c'est de pouvoir exister dans les médias.
pas simplement de recevoir de l'information de la part des Anglais, mais de pouvoir exister dans les médias vis-à-vis des indépendants. Et du coup, l'équivalent du CSA a proposé de faire un choix, et que certaines émissions qui étaient rendues adaptées au public sourd, mais qui ne trouvaient pas d'intérêt d'audience auprès du public sourd, que le budget dédié à l'accessibilité soit reversé pour la création d'émissions en direction du public sourd, du public entendant sur la communauté des sourds. Ça a été fait en interaction avec la communauté. Alors, la communauté des sourds, c'est une petite société. On a les mêmes ressentis que vous sur le problème des genres, sur le problème de l'intégration des sourds âgés dans le numérique. On a par exemple, nous, Mediapie, on a reçu des abonnements de personnes sourdes qui étaient très contentes, mais en fait, elles ne savaient pas qu'il fallait avoir un ordinateur pour accéder à notre média. Et du coup, il a fallu travailler aussi auprès de ces communautés de sourds âgés pour rendre accessibles les choses. Et on a eu aussi affaire à des questions de racisme, où de gens nous disent « Non, mais on ne veut pas de sourds noirs à l'écran parce qu'on les voit moins bien, on voit moins bien les signes ». Donc on a aussi ce genre de choses à traiter dans notre communauté. Donc ce que vous vivez, vous, dans la communauté des entendants, on le vit en tout petit, mais dans notre communauté. Alors effectivement, il a été dit à de nombreuses reprises qu'on a une communauté invisible. Bon, j'espère que j'ai dit comme ça un peu les choses en vrac, j'espère avoir été clair. Je vais en rester là pour l'instant.